Le Mali sera bientôt approvisionné en carburant par le Niger. C'est le ministre nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie qui l'annonce. Le contrat concerne 150 millions de litres de gasoil. Une convention a été signée dans ce sens. Mahaman Moustapha Mbarké a été reçu ce matin en audience par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. L'ancienne première dame Touré Lobo Traoré a reçu ce mardi la visite du comité de pilotage du dialogue intermalien. Ousmane Issoufi Maïga et son équipe sont allés recueillir ses conseils et solliciter son accompagnement pour la réussite de l'initiative. De nos jours, la criminalité prend de plus en plus de l'ampleur. Elle traverse les frontières et devient transnationale. Quelle est la particularité de cette forme de criminalité? Comment ces criminels opèrent-ils? Garibou Pérou et Abdul Salam Bambara nous en parlent dans la chronique judiciaire. Le stade Mamadou Konaté fait peau neuve, des travaux voulus par les autorités de la transition dans le but de mettre à la disposition de la jeunesse des infrastructures sportives de qualité avec des commodités. La nouvelle version du stade Mamadou Konaté a été inaugurée cet après-midi. Bienvenue aux informations, bonsoir à tous. Bientôt du carburant pour le Mali en provenance du Niger. L'annonce a été faite ce matin au palais présidentiel de Koulouba par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République du Niger, Mahaman Moustapha Mbarké. Il a été reçu en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce contrat concerne 150 millions de litres de gasoil sur 12 mois. Un début de solution envisagé par le chef de l'État pour faire face à la crise énergétique. Le compte rendu avec Sira Batili. Une annonce de taille ce mardi au palais présidentiel de Koulouba. La stratégie AES face à la crise énergétique au Mali. L'envoyé du président Tchani du Niger vient la concrétiser avec en main un contrat de commercialisation, deuxième du genre pour la fourniture de carburant. Bientôt donc du gasoil pour le Mali en provenance du Niger. Une dynamique de recherche de solutions enclenchée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour atténuer la crise énergétique. Le chef de l'État reçoit ainsi le ministre nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie, Mahaman Moustapha Mbarké, pour faire le point. Nous avons transmis les salutations de son frère et ami, le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et à qui nous avons fait aussi le point de la situation parce que nous avions déjà l'année dernière signé un contrat qui a eu beaucoup de difficultés dans son exécution, et donc il était nécessaire qu'on identifie les difficultés qu'on avait eues la dernière fois et comment les éviter maintenant. Et donc nous avons exposé à son Excellence le chef de l'État les solutions que nous envisageons pour que cette fois-ci les choses se passent bien. Le chef de l'État nous a demandé de transmettre ses remerciements au chef de l'État du Niger et nous a prodigué des conseils dans le cadre de renforcement de cette coopération qui renforce la cohésion entre les deux populations. Des directives présidentielles pour la bonne exécution de ce deuxième contrat buté à des difficultés, la première convention est donc revue et améliorée. De 22 millions de litres, la livraison passe à 150 millions de litres de gasoil dans ce deuxième contrat de commercialisation. L'acheminement se fera dans les prochaines semaines selon le ministre nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie. Les premières quantités, évidemment, c'est dans les prochaines semaines qu'elles vont arriver parce qu'il y a toute la logistique qu'il faut mettre en place et c'est l'objet d'ailleurs de l'équipe qui est actuellement en train de travailler. Toute la logistique va être mise en place pour que, effectivement, les choses se passent très rapidement et que cela se ressente dans la fourniture de l'énergie. Le président Tchani a demandé rapidement de mettre en place une nouvelle raffinerie qui va se trouver à peu près 139 km de Niamey. Ça diminue d'autant la distance à parcourir. Et cette raffinerie, la nouvelle qu'on va mettre à Dosso, elle va être clairement dédiée à l'approvisionnement des pays de l'AES. Que ce soit en gasoil, en jet, tous les autres produits. Et ça, c'est vraiment dédié à ça. Et j'en ai informé le chef de l'État qui en est très satisfait. Et donc, je lui ai déjà dit que les termes de référence sont prêts. À mon retour avec le chef de l'État, nous allons avancer sur ce projet-là. Consolidation des acquis et une avancée par rapport aux autres projets de l'AES? Tout à fait.
Tout à fait. Nous pensons que, et c'est ce qu'il a dit, le chef de l'État, il faut, partout où on peut mettre en synergie nos efforts pour faciliter les choses entre nous, on le fait. Et où on peut aussi utiliser cela pour influencer à l'extérieur, on le fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en commun nos relations. Parce que vous savez, dans la situation où nous sommes, la solidarité pour ces pays de l'AES, ce n'est pas une option, c'est une obligation. L'AES, 3 nations, des objectifs précis, lutter contre le terrorisme pour la défense du territoire et faire face aux défis de développement en levant tout obstacle qui entraverait la voie vers le progrès de cet espace. Un engagement, mais aussi des actions. Signature cet après-midi entre la société EDMSA et la société nigérienne de pétrole Sonidep d'un contrat commercial. Nous y reviendrons avec Mamari Kone. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et celui de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, étaient en visite hier en Mauritanie. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, surtout en matière de défense pour faire face au terrorisme. Le ministre Abdoulaye Diop nous donne plus de précisions au micro de nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Ousmane Dao Sidiki Balou. Ce message se situe naturellement dans le cadre du renforcement des relations de voisinage, d'amitié et de fraternité séculaire entre la République islamique de Mauritanie et la République du Mali, mais aussi dans le cadre des échanges constants entre le président Goïta et son frère aîné, le président El Ghazouani, pour maintenir et renforcer les relations bilatérales entre la République islamique de Mauritanie et le Mali, de pouvoir aussi procéder à un large échange de vues sur la situation dans notre région, au moment où le président El Ghazouani a cette responsabilité particulière d'assumer les charges de président en exercice de l'Union africaine. Naturellement, les échanges ont porté sur la situation de la région, mais sur la situation continentale. Les échanges ont également porté sur une évaluation de la situation sécuritaire dans notre région, mais en particulier sur ce que la Mauritanie et le Mali peuvent et doivent faire au quotidien pour pouvoir travailler ensemble dans le cadre d'une coordination, dans le cadre d'une synergie d'action, dans le cadre d'un dialogue continu pour pouvoir renforcer la sécurité au sein de nos pays, entre nos pays, et travailler pour pouvoir sécuriser le mouvement de nos populations. Et je dois vous dire que nous partons rassurés par rapport à l'engagement du président de la République islamique de Mauritanie d'œuvrer au quotidien pour pouvoir répondre toujours aux attentes de nos populations, mais aussi pouvoir renforcer cette bonne qualité de relation entre nos deux pays. Nous avons aussi été réconfortés par le renouvellement, en tout cas si nous devrions l'être, de l'engagement du président El Ghazouani et de la Mauritanie, un engagement constant d'œuvrer toujours à la préservation des choix stratégiques, au respect des choix stratégiques du Mali, mais aussi la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité du Mali, et de se tenir aux côtés du Mali dans tous ces engagements souverains pour la paix. Nous ouvrons la page dédiée au dialogue intermalien par cette visite. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation poursuit ses consultations. Cet après-midi, Ousmane Issoufi Maïga et son équipe se sont rendus chez l'ancienne première dame Touré Lobo Traoré. Le but, recueillir ses conseils et solliciter son accompagnement pour la réussite de l'initiative. Compte rendu, Kadiga Toukoni. Le train Mali est en marche dans le cadre du dialogue intermalien et tous les Maliens doivent y embarquer. Nul ne sera mis de côté, c'est du moins le souhait du comité de pilotage du dit dialogue. C'est pourquoi le président du comité a décidé de rendre visite aux anciennes premières dames. Première escale de cette série de visites chez Touré Lobo Traoré. L'ancienne première dame réserve un accueil chaleureux à ses hôtes du jour, comme le veut la pure tradition malienne. Un maître de la parole était là pour souhaiter la bienvenue au président du comité et à toute son équipe.
Ainsi introduit, le chef de la délégation de rappeler les objectifs de cette initiative et aussi l'engagement de feu Amadou Toumani Touré pour la paix au Mali. Amadou Toumani Touré fut un grand rassembleur, un patriote, un homme qui avait consacré toute sa vie pour le Mali, pour les Maliens et pour les petits-enfants, ses amis. Nous étions témoins de cela. C'est lui qui, lorsqu'il prenait les rênes du pays, après la transition, 10 ans après, il a estimé que les Maliens doivent se parler, que les Maliens doivent se retrouver. Aujourd'hui, si nous parlons de paix, de réconciliation et de concorde nationale, on ne peut pas ne pas penser à Amadou Toumani Touré. C'est pourquoi nous avions estimé nécessaire de venir vous rendre cette visite et vous demander de prier pour le Mali. Ce que vous faites toujours, de prier pour votre défunt époux, de penser à lui et de penser au Mali. Touré Lobo Traoré, très ému et très honoré, promet tout son accompagnement et toute sa disponibilité pour la réussite de ce dialogue. Elle invite toutes les filles et tous les fils du Mali à faire de même. Je remercie chaleureusement M. le Premier ministre et toute son équipe pour cette visite de courtoisie et d'information qui nous honore tous. Et je tiens également à saluer et à féliciter le président de la transition pour cette initiative louable qui vise à instaurer la paix dans notre nation. Donc j'invite tous les Maliens à adhérer à cette vision pour la stabilité et le développement de notre pays, le Mali. Le président ATT, comme l'a dit M. le Premier ministre, a toujours privilégié le dialogue, le compromis et le consensus pour l'intérêt supérieur du Mali. Donc je souhaite plein succès à M. le Premier ministre et à toute son équipe de la réalisation fructueuse de cette noble mission. Qu'Allah bénisse le Mali. Oui, le train de la paix, de l'unité et de la cohésion siffle. Il vient de quitter la gare des communes et se dirige vers la gare des régions, du district et de la diaspora. Et justement, hier lundi, la phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a pris fin. Des recommandations ont été formulées à l'issue de 3 jours d'échanges et de débats. Et les conclusions de ces rencontres à Taoudeni, Nara, Niro du Sahel et Tombouctou avec nos correspondants Chefi Moulay Aydara, Idrissa Keita, Moussa Diakité et Najim Baba Sissi. C'est avec des échanges nourris que les 30 communes de la région de Taoudeni ont mené les travaux du dialogue intermalien qui ont mobilisé les différentes couches sociales au cours de cette phase communale. Chacun se félicite de la bonne tenue de ces assises qu'il juge promoteurs. Nous sommes très heureux que nous ayons l'occasion de participer à la base, à l'esprit constructif, nous le souhaitons, qui va nous permettre d'atteindre les objectifs recherchés. Donc, les gens doivent vraiment aider les présidents et tous les dirigeants de ces pays que nous avons eu la chance d'avoir aujourd'hui. Parce que ce n'est pas évident d'avoir de bons dirigeants à tout moment. Les débats ont été menés partout dans les communes dans le plus grand respect. Toutes choses qui ont permis d'avancer avec des arguments incontestables sur les 5 thématiques. J'invite toute la population de Taoudeni de se réconcilier entre eux et de créer l'union entre eux, surtout les leaders, les femmes, les enfants, les jeunes, pour que la paix puisse vraiment, qu'ils puissent avoir la stabilité du paix dans la région. Ces travaux ont été couronnés d'une série de recommandations jugées indispensables pour établir un Mali unifié. La commune recommande aussi l'accélération du processus de paix
et de réconciliation recommande le déploiement des forces de défense et de sécurité dans la région. Les recommandations essentielles que vous avez eu à faire, c'est sûr que vous ne vous êtes pas concerté avec les autres, mais c'est exactement la même chose. Vous êtes parfois allé plus loin que ce que nous avons entendu à Bamako. Il y avait un engouement autour du dialogue intermalien. Nous avons compris que la jeunesse, les femmes, la société civile, tout le monde était mobilisé pour la bonne marche de la cause. Donc je pense que ça, c'est une satisfaction morale. La tenue correcte de ces assises prouve à suffisance que les populations de ces communes aspirent à un Mali nouveau bâti sur la réconciliation et le pardon. Pendant 3 jours d'intenses débats à Nara au compte de la phase communale, les participants au dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation ont fait des analyses sans complaisance des mots qui ébranlent le tissu social avec en toile de fond plusieurs recommandations. Le désenclavement de la région de Nara, la résolution de la crise d'eau et d'électricité de Nara, l'organisation de rencontres artistiques, culturelles au niveau des communes, cercles et régions. Création de cadres de concertation permanente entre les acteurs de la région pour créer un climat de confiance. L'insertion de la culture de la paix dans les programmes scolaires. C'est l'apport des différentes communes qui va être confronté au niveau régional pour sortir aussi un document qui pourra être acheminé au niveau national. Tous ces documents, l'un dans l'autre, pourront traduire dans la réalité les soucis et les attentes des populations de la région de Nara, toutes communes confondues, par rapport au dialogue, aux résultats attendus et aux perspectives qui se dessinent. Pour les autorités régionales, cette initiative marque la volonté affichée des autorités de la transition de résoudre les conflits communautaires et intercommunautaires et privilégier l'appropriation nationale du processus de paix dans l'unicité, la laïcité et surtout pour l'intégrité du territoire. La phase communale, c'est un tournant décisif parce que c'est la base où on trouve les Maliens jusqu'aux confins des villages, des hameaux qui ont été appelés pour vraiment discuter sur la paix et comment est-ce qu'il faut ramener la paix, recoudre les tissus sociaux, penser notre sécurité et bien d'autres secteurs qui minent la cohésion dans notre pays. Ces recommandations pertinentes vont sans nul doute contribuer à mieux orienter les actions en faveur de la paix et de la réconciliation au Mali. La phase communale du dialogue intermalien a bien démarré et s'est bien achevée sans incident majeur dans les 31 communes de la région de Nioro. 3 jours de travaux des groupes suivis des plénières ont permis aux participants de toucher du doigt tous les aspects relatifs au développement harmonieux et durable de la région et de mener sans complaisance des débats souvent tendus mais francs et constructifs. Les phases communales nous ont donné en tout cas un avant-goût. Nous pensons que les phases régionales permettront en tout cas de rassembler tout ce qui a été dit, de faire une synthèse pour pouvoir orienter les décisions à prendre au niveau national. Je félicite la participation de toutes les sensibilités, notamment les légitimités traditionnelles, les jeunes et les femmes et les partis politiques, qui se sont vraiment exprimés librement sur les 5 thématiques. La paix, le salut et la réconciliation passent par le peuple, passent par les niveaux décentralisés jusqu'aux communes et que tout citoyen a le mot. Et ça a été une tribune par laquelle des recommandations ont été passées. Dans les 31 communes de la région, les recommandations suivantes ont été formulées par les participants. La prolongation de la transition d'au moins 3 ans, la demande de la candidature du président Assimi Goïta aux élections présidentielles prochaines, le renforcement de l'ancrage à l'AES, entre autres. L'ensemble des communes des cercles de Gundam, Direy, Niafenke, Gourmararous, Alafia et Douotire dans la région de Tombouctou ont mené à bien les travaux du dialogue intermalien phase communale. Au terme des concertations, c'est un Mali nouveau qui se dessine. Dieu merci, on n'a eu aucun problème. Nous sommes là, nous sommes des Maliens. Et nous remercions les plus hautes autorités pour ce dialogue qui nous a permis aujourd'hui de dire ce que nous pensons de notre pays. Nous espérons du moins que ce qu'on a dit et ce qu'on a demandé sera écouté et sera retenu. Chacun de nous a fait vraiment du travail le mien. Les 5 thèmes ont été traités par l'ensemble des membres concernés et le travail s'est passé dans le respect mutuel
dans la discipline. Au cours des échanges, les 5 thématiques du dialogue ont fait l'objet des débats sans équivoque, où aucune idée n'a été rejetée, car la voix de chaque Malien comptait. Les gens vraiment trouvent dans ces assises-là vraiment que c'est le meilleur cadre. C'est le meilleur cadre pour le rapprochement des Maliens. Nous avons constaté vraiment un apport très sérieux dans la rencontre. Nous avons constaté des gens qui s'entendent, qui n'ont aucun problème entre eux, qui ont souhaité que ces rencontres-là se fassent. Les différentes autorités administratives et communales sont émues par la mobilisation, aussi la détermination avec laquelle les concertations ont été menées. Des remerciements à l'ensemble des participants, surtout aux jeunes cadres qui ont aménagé aucun effort depuis 3 jours sur pied pour permettre de produire les résolutions. Je suis à coup sûr. Cette initiative des plus hautes autorités de la transition est à saluer parce que ça va permettre au Mali de sortir, d'oublier en tout cas les différentes crises cycliques que le Mali a connues. Ainsi, les propositions et recommandations issues de ces travaux aideront à la phase régionale prévue le 20 avril prochain. Avant de boucler cette page sur communiqué, le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, Moussa Aga Taher, informe les ressortissants maliens résidant à l'extérieur que les phases de concertation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale se tiendront du 20 au 22 avril 2024 dans les ambassades et consulats du Mali, conformément à la vision de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le dialogue intermalien vise à instaurer une paix durable entre tous les Maliens, à favoriser la stabilité, le vivre ensemble, la cohésion sociale et le développement harmonieux dans notre pays. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Aga Taher, invite l'ensemble des Maliens de l'extérieur à une participation active, massive et de qualité à cette étape cruciale du dialogue et sait compter sur la mobilisation de toute la diaspora malienne. Rien ne peut remplacer l'eau. Rien ne peut remplacer l'eau si ce n'est l'eau elle-même et la volonté affichée du président de la transition d'atténuer les difficultés d'accès à l'eau se manifeste une fois de plus à travers ses œuvres sociales. Les 315e et 316e forages de cette dynamique sociale viennent d'être inaugurés et ce sont les populations de Fombabougou et Titibourou qui bénéficient des systèmes d'adduction d'eau. Bemba Sibi, Samboudjakiti. On les transportait en charrette ou sur nos têtes. C'était vraiment difficile avec les pentes raides pour accéder à Fombabougou. Voilà un témoignage qui illustre le soulagement des habitants de Fombabougou à la réception du forage offert à la localité. Un don fruit des œuvres sociales du président de la transition. Ce forage inscrit désormais le calvaire de cette dame dans le registre du passé avec la disponibilité de l'eau potable. De l'eau potable gratuite, les populations de Titibougou en disposent également avec l'inauguration du forage numéro 316. Les habitants saluent cette initiative, en premier lieu les femmes. Ce forage nous a soulagés à plus d'un titre, car les femmes veillaient pour avoir de l'eau. Souvent, on faisait 3 jours sans une goutte d'eau dans le robinet. C'est pourquoi on s'est organisé pour solliciter toutes les personnes de bonne volonté. Et aujourd'hui, on a un forage grâce aux œuvres sociales du président de la transition. Le problème d'eau potable, c'est sur toute l'étendue du territoire, mais les gens ont tendance à oublier Bamako. C'est dans ce cadre-là que le président de la transition a voulu offrir ces 2 forages aux populations de Bamako et Kati pour démontrer sa solidarité. Sa solidarité envers tout le peuple malien en général et les démunis en particulier. Et on dit que l'eau, c'est le premier médicament. Si on a l'eau, on a la santé. Si on a l'eau, on a beaucoup de choses et que
le développement du Mali peut être enclenché à partir de cela. L'initiative du président de la transition de faciliter l'accès à l'eau potable à travers ses œuvres sociales continue de plus belle avec l'inauguration des forages numéro 315 et 316 à Fombabougou et Tétébougou. Les prochaines étapes vont concerner les localités de l'intérieur, a souligné le conseiller spécial du président de la transition en charge de la mise en œuvre de ces actions sociales. Solidarité présidentielle toujours, le gouverneur de la région de Tombouctou a procédé officiellement à la remise de lampadaires solaires destinés aux lieux de culte de la région de Tombouctou. Ce geste est une initiative du président de la transition à travers l'opération Sunkalo Solidarité. Au total, 53 mosquées de la région ont bénéficié de cette générosité. Reportage Najim Baba Sissé à Koulibaly. À l'image des mosquées de Djingaraiber, Sankore, Sidieya, une cinquantaine d'autres mosquées de la région de Tombouctou viennent d'être équipées en lampadaires solaires. Cette action est une initiative des hautes autorités de la transition, soucieuses du confort des fidèles face à cette situation de crise énergétique que traverse notre pays. Il s'agit là d'une vaste opération d'installation de ces dispositifs solaires dans les lieux de culte, les voies publiques et terrains de football à travers tout le pays. Mes sincères remerciements et félicitations aux autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta qui a bien voulu initier cette belle opération. En plus de vivre, la région de Tombouctou a bénéficié des lampadaires solaires pour l'électrification de toutes les mosquées de la région de Tombouctou. Après réception, les responsables des différentes mosquées bénéficiaires ainsi que les autorités communales se réjouissent du geste. Au nom de toute la communauté musulmane de Tombouctou, au nom de tous les imams de Tombouctou, alhamdoulilah, nous remercions l'heureux donateur qui a donné de la lumière aux mosquées, de la lumière à presque toutes les mosquées de la ville de Tombouctou, de Gundam, de Diri, de Niafenke et de Gourma Raous. Nous savons que, alhamdoulilah, faire quelque chose dans les mosquées, ça c'est le sentier de Dieu. Quiconque met au moins une seule brique dans la maison de Dieu, sois sûr que Dieu te paiera ça demain au paradis. L'ensemble des collectivités, nous remercions le président de la République. Nous savons qu'il pense vraiment aux Maliens. Celui qui a pensé à ce geste-là pense véritablement aux Maliens. À rappeler que cette dotation d'environ 10 000 lampadaires solaires, initiée par le président de la transition à travers le pays, est entièrement financée sur budget d'État. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, initie une formation de 3 jours. C'est à l'intention des acteurs de la lutte contre la corruption sur les instruments juridiques internationaux. À cette rencontre participent également les pays de l'AES. Almosé Al-Kamissa Yatara. Environ 80 personnes prennent part à cette session de formation. Les participants sont de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et des structures de contrôle sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et son mécanisme d'exercice et d'application. Pour rappel, la Convention des Nations Unies contre la corruption est un cadre fédérateur universel pour l'ensemble des pays du monde. Voilà pourquoi les acteurs contre la corruption doivent travailler ensemble pour sa mise en œuvre harmonieuse. Ces conventions mettent l'accent sur la prévention en termes d'information, de sensibilisation et d'éducation des couches socio-professionnelles contre la corruption et les infractions assimilées, dont l'enrichissement illicite. La session de formation sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite de surcroît a enregistré la présence des délégués des pays de l'AES. Ils partageront avec leurs frères du Mali leurs compétences. On va nous présenter les nouvelles directives et également les échanges d'expériences avec les pays et les structures de lutte contre la corruption du Niger et puis du Burkina, là où nous en sommes. Pour le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, la lutte contre la corruption n'est pas un slogan, mais plutôt un projet de société. La lutte contre la corruption n'est pas l'affaire du seul gouvernement. Les organisations de la société civile, le secteur privé, les femmes, les jeunes ont chacun un rôle essentiel à jouer en matière de prévention
et de sensibilisation ainsi que d'éducation des populations pour un changement de comportement. Le processus engagé pour la refondation est irréversible, estiment les ministres. Un des piliers de cette vision est la lutte contre la délinquance sous toute forme. Éducation, l'Université polytechnique de Bandiagara devrait coûter à l'État malien environ 132 milliards de francs CFA. C'est ce qu'indique le rapport de mission de la création de la dite université. Dans le dit rapport qui vient d'être remis au ministre de l'Enseignement supérieur sont identifiées les filières de formation et le plan architectural de l'infrastructure. Compte rendu, Fademba Keita. Le rapport de mission pour la création de l'Université polytechnique de Bandiagara est un document de 91 pages. Il comprend plusieurs titres et chapitres qui spécifient les conditions de création et de fonctionnement de cette future université qui sera bâtie sur 150 hectares et qui va coûter à l'État malien environ 132 milliards de francs CFA. Dans le rapport, les filières de formation sont identifiées. Des propositions concrètes pour que cette université réponde aux attentes sont faites. Les offres de formation se déclinent en filières, notamment les zones arides. Bandiagara, si vous avez visité le plateau de Dogon et que vous constatez le transfert des matériaux de la plaine vers le sommet du plateau pour produire autant d'oignons, pour produire autant de céréales, pour faire autant d'élevage. Donc je pense que ce n'est pas une exagération d'ajouter le qualificatif agriculture des zones arides. Évidemment, cela permet de saluer le courage de ce peuple et surtout de partager les expériences vécues dans ces contrées et de pouvoir les répandre à travers d'autres contrées de notre pays pour pouvoir former des compétences et produire l'autosuffisance alimentaire. Satisfaction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique puisque le document est conçu de telle sorte que l'Université polytechnique de Bandiagara puisse contribuer au bien-être économique, social et culturel et faciliter du coup l'intégration des personnes et des cultures étrangères dans la région. Félicitons toute l'équipe pour ces résultats bien appréciables qui nous permettront de poursuivre les restes du chemin et faire en sorte que ces forts engagements des hautes autorités de notre pays puissent avoir corps à travers les résultats que vous produisez. Nous allons rapidement transmettre les rapports aux hautes autorités et nous allons tout naturellement exploiter les résultats de vos travaux et entamer dans les meilleurs délais la procédure d'adoption des textes de création, d'organisation et de modalités de fonctionnement de l'Université polytechnique de Bandiagara. La mission universitaire de CAI est à pied d'œuvre. Son rapport de mission pour la création de l'Université de la Cité des Rails est attendu dans les prochains jours. L'accès aux services de protection et de réinsertion sociale est un droit pour les enfants de la rue. C'est le thème de la Journée internationale des enfants de la rue. Elle est célébrée chaque année le 12 avril. Pour faire face à la problématique des enfants en situation de rue, le SAMU social et ses partenaires ont initié la dite journée Inaba. Lancée pour la première fois en 2011, la Journée internationale des enfants en situation de rue vise à accroître la sensibilisation autour de la problématique du travail des enfants. La journée a réuni les acteurs en charge des questions de l'enfance, le SAMU social, la COMAD et les organisations de la société civile à la Cité des enfants. Nous recommandons au gouvernement de développer une approche intégrée de la réalisation des droits de l'enfant, particulièrement le droit de vivre en famille et d'être élevé par ses parents. De soutenir les campagnes d'information, de sensibilisation sur les textes protégeant les enfants et les sanctions prévues par la loi. Face à l'ampleur du phénomène et les conséquences néfastes sur ces enfants qui ne sont que des victimes, l'heure est à la nécessité d'assurer une meilleure protection des enfants vulnérables. Notre grande préoccupation demeure aujourd'hui la problématique des violences faites à ces enfants. En effet, une enquête réalisée par notre structure en 2021 a montré l'existence d'un véritable système de violence multiforme et permanente sur ces enfants. La journée a pour thème l'accès aux services de protection et de réinsertion sociale, un droit pour les enfants de la rue.
C'est pourquoi les organisations de la société civile veulent saisir cette journée pour interpeller les décideurs à s'impliquer davantage dans la recherche de solutions à ces fléaux. Le phénomène d'enfants en situation de rue avec son corollaire de mendicité et de violence sur les enfants est au cœur des préoccupations des Maliens et attire toute l'attention de mon département. Et l'État se doit et sera toujours présent pour tous ces enfants. La rue, certes, n'a pas d'enfants, mais cette couche vulnérable mérite une attention particulière. Cette situation doit nous interpeller tous. Des poèmes et des sketchs sur les mots auxquels les enfants en situation de rue sont confrontés ont été les temps forts de cette journée. Parlons santé. La polyclinique Les Orangers se fixe comme objectif d'opérer 100 malades de la cataracte gratuitement. Située à Banankoro, elle vient de lancer sa campagne de soins ophtalmologiques et pendant une semaine, le centre procédera à des consultations gratuites et de la cataracte et interventions chirurgicales. Barakisa Ouattara et Sambou Dakité pour le reportage. À peine 8 heures, ils sont déjà plus de 140 patients venus se faire consulter les yeux, parmi lesquels Fatoumata Ndiaye. On vient de lui diagnostiquer la cataracte. J'ai la cataracte. Je suis venue dès que j'ai appris le démarrage de la campagne. Je remercie les centres pour l'initiative. La polyclinique Les Orangers, située à Banankoro, à 25 km de Bamako, n'est pas à sa première campagne de consultation gratuite. De la consultation à l'offre de produits post-opératoires, en passant par la chirurgie, tout sera entièrement pris en charge par le centre. L'objectif est de contribuer à la lutte contre la cataracte par la chirurgie. Il s'agit essentiellement d'une caravane ophtalmologique gratuite qui consiste à faire une consultation de masse. Et lors de cette consultation de masse, donc nous allons recruter, n'est-ce pas, donc les cas de cataracte à opérer, les cas de chirurgie de la cataracte, étant donné que la cataracte elle-même est la première cause de cécité évitable dans nos pays. Donc quand on dit cécité évitable, ça veut dire qu'il y a un facteur qui est un frein, n'est-ce pas, donc à cette cécité, et ce facteur, ce n'est que la chirurgie. Nous recevons les patients, nous les consultons, nous recrutons les malades parmi eux, et à partir du 3e jour, on commencera à faire les interventions chirurgicales par rapport à leur cataracte. L'année passée, nous avons opéré 100 personnes. Cette année, nous comptons faire un peu plus. Cette opération de consultation va se poursuivre toute la semaine. Je l'annonçais dans le sommaire, la criminalité se développe de plus en plus. Elle traverse les frontières et devient transnationale. Quelle est la particularité de cette criminalité et comment les criminels opèrent-ils à la trousse des criminels transnationaux organisés dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou Abdul Salam Bambara. Trafic de drogue, de migrants, d'armes à feu, de produits contrefaits, de la traite d'êtres humains, du blanchiment d'argent sont des activités liées à la criminalité transnationale organisée. Entreprise en continu, chaque pays définit la typologie de la criminalité transnationale organisée en fonction des problèmes auxquels il fait face. C'est une forme de criminalité qui est caractérisée par 2 éléments essentiels. Le premier, c'est la gravité. Le second, c'est le fait que ça va au-delà des frontières. Ce n'est pas de la criminalité transfrontalière, mais c'est de la criminalité organisée. Et donc, dès qu'il y a un facteur d'extranéité, n'est-ce pas? Et donc, on parle très souvent de criminalité transnationale organisée, mais dans un cadre limitativement défini par la loi. Et c'est ça qui est important. Parce que si on dit que toute infraction qui est commise dans un État, mais qui a des conséquences dans un autre État, est de la criminalité transnationale organisée, on a tout faux. C'est une forme de criminalité qui est définie par la loi. Donc, il y a des infractions limitativement énumérées par la loi, que la loi elle-même a considérées comme étant graves. En raison de cette gravité, c'est de la criminalité transnationale organisée. La loi a dit que pour certaines formes de crimes ou de délits, dès lors qu'il y a un facteur d'extranéité, des infractions je veux dire, il y a un facteur d'extranéité, c'est de la criminalité transnationale organisée. C'est ce qui fait que la physionomie de la criminalité transnationale organisée dans notre pays comme dans les pays du Sahel n'est pas la même que dans les pays du Golfe, n'est pas la même que dans les pays par exemple de l'Afrique centrale.
La criminalité transnationale organisée englobe pratiquement toutes les activités criminelles motivées par le profit. Un peu différente de la criminalité à col blanc, la portée spatiale implique plus d'un pays. Il est à ce niveau bon d'identifier les groupes criminels et savoir les circonstances dans lesquelles ils s'opèrent en impliquant les techniques sophistiquées. On les identifie à partir des règles de procédure de droit commun classique d'abord, auxquelles viennent s'ajouter, et c'est ce qui est intéressant, des règles spécifiques qui ne sont qu'applicables pour ces formes de criminalité. Par exemple, les techniques spéciales d'enquête, ce sont en fait des techniques d'enquête qui existaient depuis, généralement au niveau des services de renseignement, etc., dans tous les pays, mais qui aujourd'hui, de par la force des choses, compte tenu de la complexité de cette forme de criminalité, eh bien, les législateurs n'ont pas eu d'autre choix que de les intégrer, n'est-ce pas, dans les dispositions des lois pour permettre aux acteurs de justice, de la chaîne pénale en particulier, n'est-ce pas, d'intervenir pour pouvoir identifier et interpeller, arrêter éventuellement des gens qui auraient commis ce genre d'infraction-là. Conformément aux conditions prescrites dans le droit interne, les pays prennent les mesures nécessaires et appropriées. Les États, selon le procureur, peuvent faire recours à des techniques d'enquête spéciales en vue de combattre les réseaux criminels. Vous avez les écoutes téléphoniques, vous avez les saisies, les perquisitions qui dérogent à ce que nous connaissons dans le droit commun, vous avez les infiltrations, vous avez les livraisons surveillées, vous avez ainsi de suite, il y en a beaucoup. Vous avez la possibilité de même procéder par des enquêtes sous pseudonyme. C'est-à-dire la possibilité pour vous, en tant qu'acteur, parce qu'il y va de votre sécurité, vous allez auditionner des gens, mais les gens ne savent pas comment vous vous appelez. Comme vous allez auditionner des gens, des témoins, des victimes, etc., mais que leur identité n'est pas révélée dans un dossier. Donc c'est l'ensemble de ces méthodes d'investigation qui traditionnellement étaient des méthodes d'investigation des services de renseignement que le droit a imposé forcément et naturellement pour faire face à ces genres de criminalité très complexes. Il ne faut pas croire que ce que nous faisons au Mali, c'est quelque chose que nous inventons. Non, non, non. Partout, c'est pareil. Donc, partout, vous avez la création de juridictions centralisées et spécialisées pour prendre en charge des formes de criminalité complexes comme la criminalité transnationale organisée. Et donc, de ce point de vue, les acteurs de la chaîne pénale, ils sont debout et la lutte, elle sera implacable. La criminalité transnationale organisée menace la paix et la sécurité humaine. Elle conduit à des violations des droits de l'homme et sape le développement économique, social et culturel. C'est la raison pour laquelle chaque pays adopte les mesures plus sévères afin de contrecarrer, de prévenir et de combattre cette mafia transnationale organisée. S'engager dans un mariage est nécessaire dans notre société, mais la course au divorce est malheureusement présente dans les tribunaux. Les dossiers de divorce sont dans les bureaux des juges. Et pour en parler, nous allons d'abord nous poser cette question. Quelles sont les statistiques dans les communes de Bamako et environ? Élément de réponse avec le substitut du procureur Moussa Idrissa Guindo. Il est au micro de Khadija Aïdara et Abdoulaye Samaki. Au niveau de la commune 1, chaque mardi, chaque jeudi, il y a une procédure de divorce. Les jeudis, c'est des tentatives de conciliation. Et les mardis, c'est le jugement de fond. Les tentatives de conciliation, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un engage une procédure de divorce contre son mari ou contre sa femme, le juge va tenter de le concilier. Et si ça n'aboutit pas à une solution, le juge vous renvoie pour un jugement de fond. Et c'est là qu'on discute tout et ce qu'on reproche. Et le juge va écouter les deux parties, et sûrement, lentement, et pour avoir des raisons sur les 7 causes. Moi, je donne 2 causes. Il y a le défaut d'entretien, le défaut de conjugal, ou bien des agressions physiques. Bon, ça, c'est parmi les 7. Bon, quand vous voyez les statistiques, les fréquences au niveau du tribunal, c'est de 35 à 90 divorces par jour. Quand vous venez les jeudis, vous allez vous rendre compte que vous êtes à une cérémonie des femmes, comme top étoile, comme on le dit, entre griffes. Au niveau de nos juridictions, le tribunal de grande instance, au niveau région, au niveau commune, il n'y a pas de divorce, c'est 35 couples. Sinon, ça va au-delà. Ça veut dire que c'est trop, ça remonte. Bon, maintenant, ça, c'est 1400 divorces. Ça, c'est pour Bamako et Kati et Kouloukoro tout près. Les juges sont inondés au dossier.
Les familles sont en conflit. Les imams sont mis en épreuve. Les chefs de village pour intervenir dans ces couples-là. Voilà, votre émission Grain de Midi a pour thème demain le divorce, un phénomène qui gangrène. À qui la faute? Émission à suivre avec Lala Touré et ses chroniqueurs. Sport. Bonne nouvelle pour les sportifs, le stade Mamadou Konaté fait peau neuve. Un des hauts lieux du sport malien a été refait par les autorités de la transition, cela pour permettre l'épanouissement de la jeunesse malienne. L'infrastructure a été inaugurée cet après-midi. Le point avec Abdul Karim Kaba. La rénovation du stade Mamadou Konaté a concerné pratiquement la totalité de l'édifice. L'extension de la tribune Soleil, la construction d'une infirmerie, de 2 nouveaux vestiaires, d'un nouveau bâtiment administratif, la rénovation des terrains de football, basketball et handball, les anciens locaux servant de sièges aux associations réhabilitées, des dortoirs, des salons VVIP et VIP, à l'aménagement des espaces de parking, en passant par l'installation de nouveaux poteaux électriques, l'équipement de la salle de sport gymnastique. À travers cette réalisation, les autorités de la transition contribuent ainsi au développement de la pratique du sport dans un environnement sain, donc participent au développement de la jeunesse. C'est d'abord la promotion des disciplines. Vous savez, le président de la transition a mis un accent particulier par rapport au sport, à mettre le sport en avant, parce que pour lui c'est extrêmement important et je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est ce que nous pensons, c'est extrêmement utile le sport dans la vie de chaque citoyen malien. Donc pour nous aujourd'hui c'est un grand avancement par rapport à notre discipline, à nos différentes disciplines et c'est un grand jour par rapport à cela. Et également au-delà de la promotion du sport, je pense que c'est aussi un vecteur qui va nous aider à réunir. Vous avez vu tout ce monde autour du stade et ce monde qui est là, c'est une cohésion qui est là. La rénovation du stade Mamadou Konaté, comme d'ailleurs partout au Mali, entre dans le cadre des engagements du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. C'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour le fait qu'à travers les engagements du président de la transition, on puisse arriver à rénover nos stades à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, impossible n'est pas malien. Impossible n'est pas malien, c'est aussi montrer que nous savons faire des très belles choses. Et aujourd'hui, le stade est en train de nous montrer cela. C'est un stade de très haut niveau, un stade de niveau international avec toutes les normes et toutes les commodités. C'est pour montrer que ces engagements ont été exécutés avec beaucoup de sérieux. Nous avons des entrepreneurs qui ont certainement eu beaucoup de pression de la part du département, mais je pense que le résultat, c'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous avons un stade de très haut niveau. Avec les travaux effectués sur les lieux, le Mali est prêt à accueillir toutes les compétitions continentales et même internationales. C'est d'ailleurs la vision des autorités de la transition et des responsables des fédérations. Vraiment très content, très content. Vous savez, c'est vraiment un joyau. Ce stade-là peut abriter toutes les compétitions, que ce soit les compétitions de la CAF ou de la FIFA. Et nous sommes vraiment très contents et c'est vraiment un bel outil qui va nous permettre d'aller encore plus loin parce que vous avez, tout le monde est motivé, tout le monde est engagé. Quand vous demandez des résultats, il faut donner les moyens. Déjà nous engager et pour faire la demande et inviter la CAF à venir déjà homologuer le stade et pour nous permettra de jouer les compétitions au moins pour les petites catégories, soit les U20, les U23. Et déjà nous avons déjà préparé tout et dès demain la demande partira. C'est demande de notre président Mamadou Touré Bavier. Le cadre, il est idéal, il est magnifique. Vraiment, il est important dans ce cadre-là d'avoir beaucoup d'attention par rapport à l'entretien. Et ça, c'est important de garder le plus longtemps possible ce stade dans cet état. Et nous demandons vraiment non seulement leur engagement, leur vigilance, mais leur implication par rapport à cela. Et nous appelons également tous les jeunes. Le stade est là, à s'approprier les stades. Et à faire leurs activités sportives là-dedans. Et ça ne fait qu'embellir encore plus ce que nous souhaitons par rapport à l'animation de la jeunesse. Un match gala a mis aux prises les cadets en vert et les juniors du Mali. Et déjà à la mi-temps, les moins de 20 ans menés par 2-0 grâce aux réalisations de Malik Djigiba et Mahmoud Bari sur penalty. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci et à demain, même heure, Inch'Allah. Bonsoir.